Donc on va parler des actions internationales du Centre national de la littérature pour la jeunesse avec trois de ses représentants. Asmik Cheyan qui est à côté de moi, chargée de mission internationale, Émilie Bettega chargée aussi de mission internationale et Romain Gaillard qui est le responsable du CNLJ. Et qu'on remercie ses problèmes de dos d'être là et donc de se mettre debout pour avoir le moins mal possible. Merci. Merci beaucoup Mathilde. Merci de nous accueillir aujourd'hui. On est vraiment très contents d'être là tous les trois. Je voulais remercier les organisatrices, Mathilde Lévesque, Hélène Palotto et Viviane Ezrati de nous avoir conviés à présenter nos actions. Et puis je suis vraiment impressionné de découvrir ce campus Condorcet où on sera présent en novembre prochain pour notre propre colloque sur le sujet des classiques de la littérature jeunesse. Ce sera le 14 novembre qu'on sera ici. Donc, au CNLJ, on est donc un service spécialisé de la Bibliothèque nationale de France, qui a presque 60 ans d'existence, qui s'appelait avant le Job à lire, avant de devenir un service de la BNF en 2008. Et l'ouverture professionnelle par l'international, c'est un des piliers de nos actions. Je vais mettre comme ça, voilà. Puisque on est présent à travers l'IFLA, c'est Émilie qui en parlera, à travers l'IBI, ça c'est Asmig qui se chargera d'en parler, mais à travers l'ensemble des contenus, des ressources que l'on produit au quotidien, on offre un grand nombre finalement d'outils, de boîtes à outils pour les professionnels et médiateurs, médiatrices du livre, quel qu'il soit, pour justement développer leur ouverture par rapport à ce qui peut se faire en matière de littérature jeunesse partout dans le monde. Et ce pilier d'ouverture sur les métiers du livre, l'édition, les littératures jeunesse du monde international, ça se retrouve à travers la revue des livres pour enfants, qui aura 60 ans cette année. Les deux derniers numéros qu'on a pu produire, c'est celui sur la Corée, justement, on en parlait tout à l'heure, qui était le deuxième numéro de la revue des livres pour enfants consacré à la Corée. Et avant, on avait fait un sur la République tchèque et un autre sur la traduction juste avant. Mais finalement, au-delà de ces numéros consacrés à des pays chaque année, on a dans chaque numéro de la revue à la fois une revue de presse de la littérature professionnelle de langue anglaise, c'est Viviane Ezrati présente qui s'en occupe, par exemple, et on a également des actualités de la recherche internationale. Le prochain, ce sera sur la littérature jeunesse brésilienne. L'autre revue qui est vraiment spécifiquement dédiée à l'international, c'est Takamtiku, qui elle est un petit peu plus jeune, mais qui est une revue qui d'abord était papier, qui est maintenant électronique, qui signifie « J'ai deviné » en wolof. Ça vient du titre d'un poème de Fatou Ndiaye Sow. Et là, c'est 3 publications par an avec un dossier où on essaie justement d'être dans une optique de valorisation, de mettre en avant des littératures jeunesse, pas forcément assez connues en France, ou en tout cas uniquement en surface, avec notamment un dossier annuel. Le dernier, c'était sur la place des filles dans les littératures jeunesse de nos différentes zones, l'Afrique, la Caraïbe, l'océan Indien et le monde arabe. Tout ça, on le revalorise chaque année aussi dans un webinaire, puisque si vous suivez un petit peu les actualités du CNLJ, vous savez que chaque mois on fait un webinaire sur l'actualité de l'édition jeunesse française. Et bien une fois par an, on en a un qui est dédié à l'international, qui s'appelle l'Atelier international, où on va présenter les coups de cœur de ce qu'on a pu repérer à la Foire du Livre de Bologne. On va représenter aussi le dossier de Takamtiku. On va faire intervenir des experts francophones pour parler des littératures jeunesse de leur pays. Le prochain, ce sera le 22 mai matin. Retenez bien cette date. Et enfin, pas tout à fait enfin, je dirais que le 4e morceau de ce pilier d'ouverture internationale, c'est les formations, les journées d'études qu'on peut organiser, puisqu'on voit que ce sujet de l'ouverture au monde, qu'il soit hors des frontières nationales ou bien quand il vient sur le territoire français,
avec ce brassage des communautés, des origines, qui peut être très ancien ou très récent. C'est un sujet qui intéresse énormément les bibliothécaires, les médiateurs de livres, en collectivité, en association. J'en veux pour preuve la dernière journée d'études qu'on a consacrée aux médiathèques d'un point de vue interculturel, où on a été plus de 150 personnes à la BNF, à assister aux différentes contributions qu'on peut retrouver sur notre site internet. Et la dernière partie, la dernière étage de la boîte à outils, c'est notre salle de lecture qui a été rénovée toute récemment, qui est vraiment toute belle, et où on peut trouver un petit peu plus de 1000 titres dans une vingtaine de langues du monde, sachant qu'en magasin on en a beaucoup plus, on en a 130, et on n'en finit pas de cataloguer tout ce qu'on a récupéré depuis des décennies et amené par le Japon Livre à la BNF. Et tout ça finalement constitue un ensemble de ressources au service de nos publics de médiateurs du livre. Voilà. Ensuite, on va passer sur la partie IFLA, donc c'est Lily qui va en parler. Oui, merci Romain. Alors donc l'IFLA, c'est la Fédération internationale des associations de bibliothèques. Mais l'acronyme est en anglais, International Federation of Librarian Association, qui a une centaine d'années. Comme l'IFLA ne s'occupe pas que de littérature de jeunesse, je ne veux pas vous raconter l'historique de l'IFLA, mais tout de suite vous montrer comment c'est organisé, structuré par des divisions professionnelles principalement, pas uniquement. Et au sein de ces divisions professionnelles, il y a de plus en plus de sections qui se créent au cours des années. D'abord, il y a souvent des groupes d'intérêt, et puis ensuite, ces groupes d'intérêt deviennent des sections. Et dans la division E, vous trouvez la Libraries for Children and Young Adults. Et donc, c'est dans cette section que à laquelle j'ai eu la chance de participer pour un demi-mandat de 2 ans. Et quand Viviane m'a demandé d'intervenir, elle m'a dit « J'aimerais que tu nous parles de quelque chose de vivant, que tu nous parles de ton témoignage, de montrer ce qu'on fait à l'IFLA. » Donc je vais vous parler de ce qu'on peut faire à l'IFLA dans la section des bibliothèques pour adultes et jeunes enfants, dont l'acronyme est donc CIA, Children and Young Adults. Voilà. Donc je veux bien la diapo suivante. Merci. Donc dans la CIA, il y a des bibliothécaires du monde entier et qui ont mené des projets. Alors moi, j'ai eu la chance d'y rentrer à la CIA avant de rentrer au CNLJ. J'ai été élue, et pourquoi j'ai été élue aussi facilement, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un au CNLJ qui s'appelait Viviana Quignonez, qui avait eu un grand rôle à l'IFLA. Et donc, d'une certaine manière, voilà, je suivais sa trace. Donc, j'ai eu la chance d'être accueillie pour ça. Et elle avait mené beaucoup de projets au sein de l'IFLA, entre autres le projet des Sister Libraries qu'elle avait lancé aussi, donc l'idée d'un jumelage entre les bibliothèques. Et puis, il y a plein d'autres projets, j'en ai mis quelques-uns. Donc, il y a le projet sur Astrid Lindgren Memorial Award, où en fait, la section propose des noms pour des associations qui ont fait beaucoup pour le livre jeunesse. Et puis, il y a aussi le projet des meilleures pratiques, en fait, où c'était des petites vidéos qui étaient postées sur notre chaîne YouTube pour montrer ce qui se passait dans chacune des bibliothèques. Et la communication, parce qu'il y avait une newsletter qui est trimestrielle. Et enfin, l'écriture de guidelines et surtout d'infographies à partir de ces guidelines dans toutes les langues de l'IFLA. Voilà. Enfin, on dit toujours toutes les langues de l'IFLA, c'est beaucoup l'anglais. Si vous voulez participer un jour à l'IFLA, vaut mieux parler anglais. D'ailleurs, j'ai dû prendre des cours d'anglais parce que j'étais pas du tout au niveau. Mais en fait, on se rend compte qu'on peut très vite parler quand on parle livre, quand on parle bibliothèque. Qu'on le parle en anglais ou en français, ça donne la même chose, on y arrive. Donc voilà, je vous engage à rentrer dans ce genre parce que, alors, l'IFLA, c'est un petit peu vieux jeu comme organisation, dans le sens où, qu'est-ce que c'est que l'IFLA? C'est surtout l'organisation d'un congrès, un congrès qui a lieu, donc je veux bien la prochaine diapo, Romain, s'il te plaît, merci. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a
qui a mal au dos pour pouvoir passer mes diapos, c'est formidable. Moi, comme j'ai mal à la cheville, je reste assise, merci, c'est très bien. On fait la paire tous les... Ça donne l'impression qu'on est tous physiquement malheureux. Mais c'est ça. Non, il y a Asmi qui amène sana incorpore sano et qui va sauver notre présentation. Alors, donc, voilà, ça c'est le grand projet qui avait été lancé par Viviana en 2012 et qui était donc The World Through Picture Books en français, Le monde à travers les albums. Alors, hier, si vous étiez là, vous avez entendu parler de Jana Lettmann qui avait organisé cette exposition en 1946 à Munich. Mais en fait, c'est un petit peu sur ce modèle-là que l'idée de faire un monde à travers les albums a été lancée, puisqu'on a demandé à beaucoup d'éditeurs dans le monde entier. À la première édition, il y avait 35 pays, là il y en avait 57. Alors il y en a 57 dans le catalogue, dans la vraie vie, c'est-à-dire les deux collections qu'on a pu réunir pour la France et le Japon, il y en a aussi autour de 35. Parce que l'idée, donc, c'était de faire ces collections dans des malles aussi, qui sont donc, pour l'un des jeux de la collection à Tokyo, à la Bibliothèque nationale, et pour l'autre, dans nos réserves, dans la réserve du CNLJ à la BNF. Et ça donnait lieu ensuite ça peut donner lieu à des expositions. Je crois que dans la diapo suivante, ah non, je montre ce qu'il y a dans le catalogue. Avant, non, c'est ça, la diapo suivante? Non, c'est ça. J'ai sauté pour montrer l'exposition. Ah d'accord, bon, enfin, on entend, d'accord. Très bien. Donc oui, après, on peut, si vous êtes intéressé, si vous êtes dans une bibliothèque, vous organisez un salon de littérature de jeunesse, emprunter cette exposition gratuitement. Il faut juste venir la chercher. Et là, c'est l'année dernière, on l'a montré au salon du livre jeunesse de Chalon-sur-Saône, pardon. Donc voilà, vous aviez l'exposition organisée comme ça par continent, avec des stands. Et puis pendant les 3 jours, 4 jours ont duré le salon, l'accueil de beaucoup de scolaires, et avec des lecteurs qui étaient venus pour lire dans toutes les... Alors il y avait quelqu'un qui lisait en iranien, une autre en allemande, on n'avait pas en coréen, il nous manquait le continent asiatique, mais en anglais, en allemand, en italien. Et voilà, donc et les enfants étaient assez passionnés par ça. Donc ça durait 4 jours. Donc voilà, si ça vous tente, si vous êtes à la tête d'un salon, ces livres sont transportables. Oui, merci. Alors voilà comment est structuré un petit peu le catalogue de cette exposition. Vous avez pour chaque pays les livres qui ont été choisis. J'ai choisi un pays qui est cher à mon cœur, qui est le Bénin, puisque je m'occupe aussi de littérature de jeunesse africaine, et que la littérature de jeunesse africaine béninoise est très très riche. Et donc voilà, les couvertures des livres qui avaient été choisis pour le Bénin. Et pour chaque pays, il y avait en fait un petit mot sur la façon dont les livres avaient été rassemblés, par qui, comment. Et il y a toujours ça, c'est un catalogue que vous trouvez en ligne. Il suffit de taper World Through Picture Books, IFLA, et vous arrivez tout de suite sur le catalogue. Et puis, vous avez le résumé en français et en anglais pour le Bénin, puisque c'est des livres de langue française, mais dans la langue du pays et en anglais, pour chaque résumé et un point de vue sur le livre. Voilà. Alors, donc comme je vous disais, l'IFLA, sa première mission, c'est d'organiser des congrès où les bibliothécaires du monde entier peuvent se rencontrer, échanger et avancer sur des dossiers de normalisation ou d'autres choses. Et quand on travaille dans une section, on a un deuxième congrès qui est le Media Meeting, donc la rencontre de mi-année. Et en fait, dans la section, on est toujours invité par un membre de la section à l'occasion d'un événement qui se passe dans son pays. Et donc, ici, en 2023, on avait été invité à l'Asian Festival of Children Contents à Singapour. Vous voyez, on voyage avec l'IFLA. Et ça avait été formidable parce qu'en fait, on venait au CNLJ de publier le dossier Traduire, dont Romain vous a parlé. Et dans le dossier Traduire, j'avais écrit un article sur comment schtroumpfer en chinois. Parce qu'il se trouve que dans les traductions, les schtroumpfs en chinois, ça se dit lutin bleu. Et
et qu'on ne lutine pas bleu en chinois. Donc c'est vraiment un autre... les schtroumpfs ont voyagé dans le temps, et ont voyagé dans l'espace, et en voyageant dans l'espace, parfois, ils ont perdu leur capacité à schtroumpfer. C'est pas le cas au Japon. En Japon, on schtroumpfe, enfin on se mofu. Voilà. Mais pas en chinois, puisque on ne lutine pas bleu, ça n'aurait pas de sens. Le chinois est une langue avec des monosyllabes, donc ça deviendrait très très compliqué. Et donc toute la question était justement d'aller parler de cette question-là devant un public extrêmement plurilingue à Singapour, mais aussi qui parlait chinois. Et donc, mais quel intérêt alors de traduire les schtroumpfs en chinois si on se trompe pas? Et là, il y avait un traducteur des schtroumpfs, un chinois traducteur. Il a dit, mais si, vous pouvez pas vous imaginer, nous les schtroumpfs, on en rêvait quand on était petits. On faisait des fêtes à l'école, etc. Et donc c'était cette différence culturelle qui était vraiment très intéressante. Et ça, c'était très, très jubilatoire d'aller présenter ça et puis de se dire, bah oui, je parle pas chinois, mais les traductrices avec lesquelles j'ai travaillé ça me donnait raison. Alors, je me suis aussi amusée donc à vous mettre un peu de porcelaine chinoise du magnifique musée de Singapour, qui est un musée sur les routes de la soie maritime, parce qu'on a retrouvé un bateau de la route de la soie maritime extraordinaire. Et il se trouve que je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a un petit poisson au fond, et que un an plus tard, je tombais sur un album au comité album qui s'appelle Le Royaume de Porcelaine, qui est un album elle doit être russe, mais elle a étudié en Tchéquie, en République tchèque, nous dire voilà, et elle a été publiée en Italie, et finalement en France, et elle a eu des prix. Voilà, c'était juste pour vous dire comment en fait on circulait en permanence et comment on s'enrichissait à l'international, ou parfois justement on ramenait de l'international. Voilà, il y avait ces échanges permanents. Pour moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était à la fois travailler totalement pour la revue des livres pour enfants en travaillant au comité album, et en même temps, en étant chargée de mission internationale, d'avoir ces doubles allers-retours. Enfin, ça a été mon expérience comme ça pendant 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Quand on fait du tourisme et bibliothéconomique, on va voir des bibliothèques. Et donc là, je vous présente la bibliothèque de Pungol, qui était à peine ouverte quand on l'a visitée en mai 2023, qui avait 2 mois d'ouverture. Et donc voilà, vous avez la section au grand complet à l'époque, et cette bibliothèque publique qui, avec une grande spécificité, d'être ouverte à tous les handicaps. Et donc, ça nous a permis ensuite d'écrire un article dans la revue Takamtiku, dans la rubrique des bibliothèques. Vous voyez, en circulation, qui était donc écrit par quelqu'un, une Française qui était la modératrice que j'avais rencontrée à Singapour. Donc il y a une vraie circulation. Alors là, je prie m'excuser auprès d'Hélène et Viviane. Je reprends un petit peu ce que j'avais fait à la présentation sur exposer la littérature de jeunesse, en parlant d'une très belle expérience au colloque, donc au congrès de l'IFLA à Rotterdam en 2023, où on avait organisé, en plus du congrès, un satellite meeting. C'est avant le congrès ou après le congrès, les sections font leur propre meeting, parfois en lien avec d'autres sections. On fait un mariage avec une section pour une... Et voilà, et là, c'est ce qu'on avait fait. Et on avait... c'était sur les tout-petits, justement, sur l'importance, en fait, de la lecture, de l'écriture. Et moi, j'en avais profité pour présenter un des livres du Monde à travers les albums, de la sélection française, un livre que vous connaissez sans doute, Le Ruban d'Adrien Parlange. Livre qui n'a jamais été traduit dans aucun pays anglo-saxon, mais qu'aujourd'hui des bibliothèques australiennes présentent parce qu'elles ont trouvé le livre extrêmement génial. Enfin, voilà. Adrien Parlange, ce livre où il y a un ruban jaune qui sort, et ce ruban peut être à la fois le venin du serpent, le fil du funambule. C'est un livre qui a un succès extraordinaire avec les enfants. Il se trouve qu'à La Haye, il y a un musée de la littérature de jeunesse, des livres pour enfants, et que ça permet des espaces muséographiques assez extraordinaires où l'album, là ici Petit Bon, de Max Petulitsch, je ne parle pas néerlandais, mais est représenté comme ça là, en haut sur votre gauche. Et juste pour terminer,
Il y a aussi dans ce musée un espace pour les adolescents, qui est un espace très 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 étonnant, parce que ça joue sur beaucoup de supports. Vous voyez, les livres sont dans un caddie, à la suite de la pérégrination au sein de cet espace qui s'appelle Backstreet, hein, donc arrière-cour, où en fait on rentre dans des univers pour découvrir des littératures. Et ce qui avait été très intéressant, et je voudrais terminer là-dessus, et c'est pour ça que cette expérience est une expérience vraiment de l'interculturel, parce que visiter ce genre d'espace avec des bibliothécaires anglo-saxonnes, et celles qui ne le sont pas anglo-saxonnes, on n'a pas du tout les mêmes manières de réagir. J'ai le souvenir que les bibliothécaires anglo-saxonnes étaient très sensibles à la question de l'appropriation culturelle. Et typiquement, cet espace mexicain, hein, où il y avait les squelettes qui étaient très très présents, elle trouvait que c'était trop américain, trop appropriation culturelle. Donc c'était assez amusant, ces retours de bâton quand on tord le bâton un peu trop dans un sens. Ensuite, il y a des retours de bâton un peu durs, surtout en termes de cancel culture, d'identité culturelle, etc. Donc c'était très intéressant. Alors que nous, en Europe et en Asie, on n'avait pas trop vu où était le problème. On trouvait ça très amusant. Hein. D'ailleurs, il y avait des dispositifs très rigolos, comme par exemple quelqu'un qui... Oui, on me fait signe qu'il faut que j'arrête, donc je m'arrête. C'est la censure. J'ai un chef qui me censure. Je vous remercie. Et je passe le micro à Aline. Je n'ai pas de problème de cheville, je n'ai pas de problème de dos, mais je préfère être là. Comme ça. Voilà. Bonjour. Alors, moi j'ai de la chance parce que je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, qui est IBI, qu'on a un petit peu évoqué. On a parlé de Jella Leppmann, qui avait créé la Bibliothèque internationale, vous vous souvenez, à Munich. On a eu Christian Rabe hier qui a parlé. Et alors, dans cette logique-là, après avoir organisé l'exposition internationale, créé la Bibliothèque internationale pour enfants, Jella Leppmann, qui était aidée par Hans Fischer, Astrid Lindgren, beaucoup de personnes, Eric Kasnack, des gens connus à l'époque, s'est dit cette idée de compréhension internationale à travers la littérature jeunesse peut marcher si cette logique est répandue dans le monde. Donc si on crée une bibliothèque à Munich uniquement, ça ne va pas suffire. Il y a eu un colloque, il y a eu un congrès, des décisions qui ont été prises et IBI est né. IBI, c'est International Board on Books for Young People. En français, on devrait dire Union internationale des livres pour la jeunesse, mais personne ne dit ça, tout le monde dit IBI, c'est plus simple, c'est plus court. Donc, petit à petit, on a commencé à créer des sections d'IBI dans le monde. Et actuellement, on est à 85 sections. C'est quand même pas mal. 85 sections qui se réunissent et qui se fédèrent autour d'idées, de valeurs partagées. Premièrement, l'idée que les enfants ont droit aux meilleurs livres. Ça, c'est absolu. Et puis, les droits des enfants à avoir accès aux livres où qu'ils se trouvent, partout où ils sont. Et aussi cette idée qu'on va partager le savoir, qu'on va travailler ensemble et qu'on va faire de sorte à créer le monde de demain, dont parlait Jérémy, qui serait un monde meilleur. Alors je sais qu'on a été assez déprimés ces derniers jours, mais moi ça me donne de l'espoir, parce que je dis c'est un réseau, 85 pays, avec les mêmes valeurs. Alors évidemment, ce n'est pas toujours simple. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, ben, ça a créé des frictions au sein d'IBI, évidemment. À Gaza, les deux bibliothèques qu'IBI avait créées ont été entièrement détruites. Ben, il n'y a rien qui tient à Gaza, donc ce n'est pas étonnant. Ça aussi, ça a créé des frictions. Mais à chaque fois, on a essayé de revenir à ce qui nous unit, plutôt qu'à ce qui nous sépare. On est revenu aux droits de l'enfant. Et évidemment, on a des projets d'aide qui vont nous permettre d'envoyer des livres à Gaza quand ce sera possible. Alors, 85 sections dans le monde, vous avez vu qu'il y a une forte concentration en Europe, puisque l'idée est partie d'Europe. Alors, à un moment, on s'est dit, ok, on est très nombreux en Europe, mais est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on partage des ressources? C'est là qu'on a créé IBI Europe. IBI Europe réunit l'ensemble des sections européennes d'IBI. Et on se réunit à Bologne, par exemple, à la foire de Bologne, on discute. Et c'est comme ça, en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques communes. Tout le monde est d'accord pour dire que les enfants ont droit aux meilleurs livres dans leur propre langue, mais comment choisir des livres dans des langues qu'on ne parle pas? Donc,
faire appel aux experts d'IBI, c'est très bien, mais il fallait pouvoir partager les ressources. Donc on a créé le site IBI Europe, que vous voyez ici avec l'adresse là-bas, avec des accès par langue. Donc chaque section d'IBI choisit des livres de fiction qu'il décrit dans le site d'IBI Europe. Donc nous mettons les livres en français en tant que section d'IBI France. Les Anglais mettent de l'anglais, les Néerlandais mettent du néerlandais, et quand on a besoin de choisir des livres, on peut aller cliquer sur une langue, avoir une liste des livres. Ça, c'est pour vous montrer une notice développée, et c'est en anglais. Et vous avez à chaque fois les informations techniques pour pouvoir acheter le livre, l'ISBN, voilà, le nom de l'auteur, l'éditeur, le pavé bibliographique, comme on dit, mais aussi une présentation en anglais. Voilà. Vous savez que que ces livres ont été choisis par des experts, vous pouvez avoir confiance, et vous savez ce que vous choisissez. Là, en bas, vous voyez 100 Books for Young Readers in Arabic. Ça, c'est une initiative qui est partie d'IBI France. Donc, au CNJ, on a fait une sélection d'ouvrages avec notre comité de lecture monde arabe de 100 livres pour la jeunesse en arabe. Cette sélection, qui était en français, a été traduite en anglais par IBI Ireland et IBI UK. Donc, notre travail est déjà disponible en anglais. C'est traduit en néerlandais par IBI Netherlands et IBI Belgique, section néerlandophone. À la dernière réunion, on parlait de tout ça. Les Allemands ont dit, en fait, nous aussi, on pourrait traduire ça. Entre l'Autriche et l'Allemagne, ça pourrait être une idée. Et les Italiens ont dit, OK, nous, on a fini notre congrès international, puisque notre dernier congrès international s'était tenu à Trieste. N'est-ce pas, hein, Cécile? C'est là que Cécile est tombée amoureuse d'IBI et qu'elle est devenue membre d'IBI France, au congrès d'IBI à Trieste. Donc, les Allemands ont dit, nous aussi on pourrait faire. Les Italiens ont dit, on a fini notre congrès, on peut traduire aussi. Voilà, donc le travail qu'on fait est utile à tout le monde, à travers les traductions. Alors, IBI Europe, ce sont aussi des congrès. On a commencé en 2017, et vous allez voir que les congrès qu'on fait sont assez engagés. C'était l'arrivée des réfugiés, et beaucoup de gens en Europe se disaient, OK, mais comment accueillir ces réfugiés, comment leur donner des livres, comment faire pour qu'ils arrivent à la bibliothèque. Donc le premier congrès régional européen d'IBI, c'était sur l'accueil des réfugiés en créant des ponts entre les mondes. Donc ça fait c'est une petite référence au livre de Yella Lepman. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un pont entre les livres, voilà, c'est pour ça qu'on parle de pont ici aussi. Deuxième congrès, on a parlé des langues en Europe. Comment est-ce que les enfants qui vivent dans une société multilingue peuvent s'épanouir à travers les livres. Troisième congrès, Finding a Safe Home in Books. C'est assez explicite comme titre. Et le prochain, qui va avoir lieu le dernier jour de la foire du livre de Bologne cette année. Vous voyez, c'est Books Make a Difference, Children's Right to Read in Challenging Times. On a beaucoup parlé des défis auxquels on doit faire face actuellement, et c'est là. Là, on apporte une réponse au niveau européen, en se fédérant en tant qu'IBI, avec des personnes qui vont nous parler des difficultés qu'elles rencontrent dans leur pays, puisque le gouvernement a changé, puisque le ministre de la Culture a changé, puisque tout d'un coup, on commence à regarder les auteurs autrement, on commence à poser des questions sur la sexualité de l'auteur, sur son droit à parler de tel thème, de tel autre. Et pour faire face à tout ça, nous, on répond par des congrès, par l'échange, par le dialogue. Là, c'était pour vous dire un peu de l'international au niveau européen, ce qu'on fait. Mais nous avons évidemment des actions locales aussi. Alors, chaque section d'IBI peut participer aux événements qui sont organisés par IBI. Donc, les congrès internationaux qui ont lieu chaque 2 ans, les nominations pour les prix, comme le prix Hans Christian Andersen, dont Morgane va vous parler, donc je n'en parlerai pas, des nominations aussi pour des prix de promotion de la lecture, pour des associations, par exemple l'année dernière, c'est ATD Carmonde qui l'a eu pour les bibliothèques de rue, c'était IBI France qui avait fait la nomination, donc ATD Carmonde, Bibliothèques sans frontières, a reçu le prix IBI Azaï de $10 000. Voilà. C'est une nomination que nous faisons. Et à partir de là, on peut aussi se poser la question de comment on fait pour promouvoir la littérature de jeunesse de qualité au plus grand nombre. Il y a les sélections de la liste d'honneur d'IBI.
À chaque fois, chaque pays choisit un titre dans la catégorie écriture, un titre dans la catégorie illustration, un titre dans la catégorie traduction. Et tout ça, c'est relié dans une sélection qui s'appelle la liste d'honneur d'IBI et qui est diffusée gratuitement partout. Mais les sections peuvent aussi avoir envie d'avoir des projets propres. Et là, je vais vous parler d'un projet que nous avons porté à IBI France avec Emmaüs Solidarité et le CASNAV dans le centre d'hébergement d'urgence pour migrants d'Ivry-sur-Seine. Donc vous avez une vue là du centre. Alors dans ce centre, il y a une école. À ma connaissance, c'est le seul centre qui héberge vraiment une école à l'intérieur du centre. En général, ça se passe à l'extérieur. L'avantage d'avoir une école à l'intérieur du centre, ça permet de scolariser les enfants directement une fois qu'ils sont arrivés au centre et ne pas avoir à attendre qu'une place se libère dans une école. Et Jérémy, tout à l'heure, a parlé de l'importance de la scolarisation rapide, et c'est un peu ça l'idée. Donc, l'école existait, et nous sommes allés visiter cette école, et la petite bibliothèque qui était à l'intérieur, et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème, puisque le fonds qui était là, qui était issu de dons, ne correspondait pas du tout aux besoins des enfants qui étaient sur place. Donc, les valeurs d'IBI, comme je vous disais, se basent sur les droits de l'enfant. Donc, chaque enfant a le droit d'avoir des livres dans sa propre langue, il a le droit d'avoir accès à sa propre culture, comme il a le droit d'avoir accès aux livres et à la culture du pays d'accueil. Donc on s'est dit, il faut qu'on crée une bibliothèque. On a présenté donc un projet au fonds IBI Amada, et nous avons reçu une subvention de 5 000 $. Et avec ça, nous avons créé une bibliothèque où nous avons réuni toutes les langues qui étaient représentées dans le centre, au niveau des enfants. Pour ce qui est de l'arabe et du français, ce sont des dons que la BNF a fait, puisque nous avons une spécialisation aussi au niveau de l'arabe. On a parlé de TAC un petit peu tout à l'heure. Et une fois que nous avons sélectionné ces ouvrages, nous les avons mis en place dans la bibliothèque. Nous avons aussi travaillé sur les albums sans texte, évidemment, puisque parfois les parents ne sont pas alphabétisés. Et avoir des livres sans texte, ça permet de raconter dans n'importe quelle langue. Et pour choisir ces livres, nous nous sommes appuyés sur le réseau IBI, pour être sûr que c'était des livres de qualité. Donc à chaque fois, on a fait appel aux sections dans les différents pays, et nous avons réuni les livres. Alors, la bibliothèque, maintenant, elle ressemble à ça. Ça, c'est juste une vue. Alors, Viviane et Swazik connaissent bien cette bibliothèque. Ils y sont allés plusieurs fois, ils y ont travaillé. Morgane va y aller demain avec moi et d'autres personnes. Donc, on continue à travailler sur ça. Mais ce qui était important pour nous, c'était de mettre en place un vrai système de gestion de bibliothèque. Parce que les enfants qui arrivent au centre, ils arrivent parfois de pays où il n'y a pas de bibliothèque, où ils n'ont pas accès, eux, à une bibliothèque. Et on s'est dit qu'il faudrait créer cette habitude d'aller en bibliothèque, d'emprunter des livres et de les rendre. Parce qu'on ne sait pas où ils vont finir en France, où ils vont être, dans quelle ville, mais on peut partir du principe qu'il y aura quand même une bibliothèque. Donc si on a créé cette habitude, ils ne vont peut-être pas avoir peur de franchir la porte d'une bibliothèque et d'emprunter des livres. Donc ils ont des cartes de lecteur qu'ils gardent quand ils quittent le centre, et ils viennent, ils empruntent des livres, ils s'en foutent. Je voulais vous montrer quelques photos de lectrices, parce que c'est là qu'on se dit que ça a peut-être bien marché, quand même, ce qu'on a mis en place. Les profs nous disent que l'attitude des enfants a changé, qu'ils sont plus calmes. Avant, la bibliothèque était dans un état pas possible. Maintenant, les enfants rangent les livres. Ils arrivent, ils aiment venir à la bibliothèque. Et la façon d'accueillir des bibliothécaires a changé. Maintenant, elles accueillent les enfants dans leur langue. Chaque fois qu'un enfant vient, elles les amènent à la bibliothèque et disent « Est-ce que ta langue est représentée là ?» Donc déjà, on se sent plus sécurisé si on voit que sa langue est représentée dans un espace où on est appelé à vivre. Et je voulais finir sur cette image parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses. Ça dit, bon c'est un peu trop éclairé là, mais ça dit le plaisir de la lecture d'une fillette qui est tranquillement dans la bibliothèque, qui est peut-être dans sa bulle, complètement isolée de ce qui se passe à l'extérieur, et qui a peut-être accédé un peu au plaisir de la lecture. Si vous voulez faire partie d'IBI France, IBI c'est très ouvert, alors que l'IFLA c'est pour les bibliothécaires, IBI c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la littérature jeunesse. Même si vous n'êtes pas professionnel, vous pouvez faire partie d'IBI.
En plus, c'est gratuit. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail. Moi, je suis Hasbi Chahignan. Voilà. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail et les réunions se passent maintenant souvent en ligne pour permettre à tout le monde d'y participer. Quand on doit choisir quelque chose, les votes se font aussi en ligne. Donc voilà, ça permet à tout le monde de donner son avis sur un livre qu'on doit choisir ou sur un auteur, un candidat. Et puis ça permet peut-être, en ces temps un peu troubles, d'agir et de faire quelque chose pour défendre ses convictions. Merci. Merci beaucoup. Donc on a un petit peu de temps. Merci pour le respect parfait du temps. Contrairement à moi, vous êtes très disciplinés. Et donc si vous avez des questions, on a du temps. Un petit peu. La fatigue de votre colloque se fait sentir. En fait, moi j'en avais une, mais pour les intervenants précédents qui m'est venue en cours de réflexion. Mais pourquoi pas. Mais Mais je pense que ils sont partis. Dorothée est là, mais elle a dû partir. Ah, d'accord. C'est pas grave. Je la garderai pour une prochaine fois. Jérémy qui a une question. Ouais, je pense que je peux la faire sans micro, mais c'est super intéressant le dernier exemple que tu as donné avec le Casnad. C'est qui c'est qui gère cette bibliothèque au quotidien? Comment vous arrivez à la pérenniser dans le temps, la structurer dans le temps, et comment tu la vois dans les prochains... Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est allumé. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Ouais, c'est bon. Ah, je pense qu'il est un peu en mal de batterie. Est-ce que ça va comme ça? Voilà. Alors, juste pour dire, le projet a commencé en 2021. On a eu des équipes qui ont changé à Emmaüs Solidarité parce que le centre où est implantée la bibliothèque est géré par Emmaüs Solidarité. L'école, se trouve la bibliothèque, est gérée par le CASNAV. Donc, quand on a fait le projet, on l'a fait à 3 institutions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des changements dans l'équipe, ça arrive. On avait fait une formation à l'utilisation du SIGB, tout ça, donc on y est retourné. Et puis finalement, les liens se sont pérennisés. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, on y va, on discute, ça permet de garder le lien. À un moment, Viviane et Swazik sont allés pour expliquer aux enseignantes ce que c'était qu'une bibliothèque jeunesse, qu'il ne fallait pas en avoir peur, que c'était là pour elles, et que c'était à elles de l'utiliser au mieux, comme elles voulaient. Que le classement, ce n'était pas très important. L'important, c'était que les livres soient là. Et l'avantage de ce projet, je ne sais pas, ça a touché beaucoup de monde. Et comme c'est facilement reproductible, on en a parlé durant un congrès régional européen d'IBI, on l'a présenté durant un congrès de l'ABF, et là on m'a demandé un article qui va apparaître dans un livre aux presses de l'INSIP sur les bibliothèques hors les murs. Moi je me dis, si ça peut servir à ça, c'est super. Parce que ça ne demande pas grand-chose. Les SIGB qu'on utilise est libre de droit. Il faut un ordinateur, une douchette. Et après, ça va assez rapidement. Pour les livres, pour les choix, c'est ça le plus important pour moi, c'est d'être sûr que la collection est viable, est bonne. Et là, on a EBI. Après, c'est vrai que l'utilisation a beaucoup changé. Au début, les enfants ne comprenaient pas très bien ce que c'était que cet espace-là. Et puis on a mis des coussins, on a aménagé, nous aussi, on a essayé de créer un espace protégé, un espace où les enfants peuvent être tranquillement installés. Parce que dans les centres d'hébergement, ils ont des chambres qu'ils partagent avec les parents. Tout ce qui est, par exemple, salle d'eau, tout ça, c'est partagé. Les enfants n'ont pas vraiment un endroit à eux où ils peuvent se sentir bien. Et pour nous, c'était important de leur donner cette occasion, de leur créer cet espace, parce que c'est avec ça qu'ils vont se reconstruire aussi. Donc, avoir un espace où être seul avec un livre, ou être bien avec un livre, c'est absolument vital.
Donc moi j'espère surtout que ça donnera des idées à d'autres et qu'il y aura des bibliothèques comme ça un peu partout dans les centres d'hébergement. Alors il faut dire aussi qu'on a fait un projet avec IBI Italie parce qu'il y a, comme vous le savez, il y a des bateaux en Méditerranée qui vont sauver les migrants qui sont sur les bateaux. Et après, ils peuvent rester un certain temps à bord et on ne sait pas quand ils vont pouvoir débarquer. Et donc IBI Italie a fait un projet de mise en place de bibliothèques sur ces bateaux. Et nous, on y a participé en donnant des livres en français et quelques livres en arabe. Voilà. Mais il y a ça aussi, quand on est dans un réseau, on peut aider un peu partout. Bonjour et merci beaucoup. Moi j'avais une question sur le positionnement en fait. En tant que bibliothécaire, on est amené à discuter avec beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement rompus à la lecture, quand bien même ça devrait faire partie de leur mission, d'utiliser le livre auprès des enfants par exemple. Et donc, aussi bien à l'IFLAC qu'à IBI, est-ce que vous avez des discussions sur ce qui se passe en termes de positionnement et de relations professionnelles avec les acteurs de la solidarité, avec les enseignants, avec énormément d'autres acteurs qui doivent travailler, en tout cas en France, c'est comme ça qu'on l'imagine, mais c'est pas vraiment ce qu'on vérifie en tout cas sur le terrain de manière aussi facile que ce qu'on pourrait supposer. Est-ce que ça enrichit aussi vos réflexions et vos pratiques et est-ce que ça vous aide dans la conduite des projets que vous menez ? Bon, alors en ce qui concerne l'IFLA, ce n'est pas ouvert qu'aux bibliothécaires, ça me permet de rebondir. C'est aussi ouvert beaucoup. À la section, on a beaucoup d'universitaires. Presque plus maintenant d'ailleurs d'universitaires. Donc ils font des enquêtes. Il y a une enquête dont je n'ai pas parlé, mais sur l'Internet Safe Day, enfin pour sensibiliser justement les bibliothécaires à un Internet sécurisé pour les enfants. Alors en termes de positionnement, déjà c'est vrai qu'on est plus dans le partage de comment ça se passe. Il y a eu beaucoup de débats sur les livres, les banned books, enfin les livres censurés, merci, voilà, censurés, les livres censurés aux États-Unis. Donc à un moment donné, c'est vrai que les bibliothécaires américaines, entre autres la chairman de la section, a souhaité que de notre côté, on les mette en avant ces livres-là. Il y a une sorte de circulation. Et en revanche, c'est vrai qu'on s'est posé des questions sociales. Elles n'ont pas été posées directement, en fait. Non. Enfin, le peu de temps où moi j'ai été à l'IFLA, ça a dû se faire avant, ça a dû se faire, mais sinon c'était pas. On était plus sur des questions très souvent, alors géopolitique, donc il y avait les livres censurés, il y avait, mais pas seulement, par exemple il y avait des débats qui se sont posés au moment où il y avait l'idée de faire un congrès à Dubaï, ce qui a été en opposition par exemple du groupe d'intérêt, du Special Interest LGBTQ++, qui a fait un vrai happening en 2023 à Rotterdam, avec des drapeaux arc-en-ciel. Un mois après, Dubaï retirait sa candidature. Donc c'est vrai que ces questions de valeur, elles se jouent. Mais en termes de positionnement, on est plus sur la défense de la bibliothèque publique pour les enfants, le manifeste de l'UNESCO, etc. Alors, à IBI, comme je disais, c'est très mélangé. Donc il y a des enseignants, il y a des bibliothécaires, il y a des auteurs, des illustrateurs, des traducteurs, des chercheurs, des personnes qui s'intéressent à la littérature pour la jeunesse et qui sont là. Et dans chaque section, les choses se passent différemment. Je vais prendre l'exemple du Maroc, parce que j'y étais récemment, au Salon du livre de Casablanca. En fait, la section marocaine d'IBI a été créée il y a 1 an et demi à peu près maintenant. Quand on discute, on se rend compte que l'approche est différente. C'est-à-dire, moi j'ai eu en formation des enseignants pour qui le livre était un outil scolaire, qui venait en appui
à l'éducation, à la scolarité. Donc pour eux, la lecture plaisir n'était pas vraiment là. Et alors, pour moi, le défi, c'était de faire de sorte à ce qu'eux accèdent à la lecture plaisir, déjà. Et l'une des premières questions que je leur ai posées, j'ai dit, voilà, est-ce que vous lisez? Mais je ne veux pas de réponse. Posez-vous la question, et c'est tout. Et puis, à la fin de la formation, on en a reparlé. Mais à chaque fois, je leur ai raconté des histoires. Je finissais la matinée avec un livre, et je commençais l'après-midi avec un livre, avec une histoire que je racontais, que je lisais, avec des livres que je montrais. Et puis aussi pour montrer que les albums, par exemple, quand il y a des images, c'est pas que pour les tout petits. Moi, j'attends de David Cali. J'avais pris ça et j'aurais lu ça en démarrage d'un après-midi. J'ai montré les illustrations, ils m'ont redemandé l'histoire. Et après, il y en a un qui m'a dit, moi j'ai besoin de toucher, est-ce que je peux l'avoir? Et je me suis dit, voilà, c'est bon, c'est gagné. Mais à chaque fois, c'est différent, parce que dans chaque pays, la façon de traiter les livres peut être différente, l'attente peut être différente. Et je pense que localement, chacun trouve des solutions. Parce que ce qui réunit finalement tous les gens qui sont autour d'IBI, c'est une passion commune pour la littérature jeunesse. Donc une fois qu'on a ça, c'est plus facile de transmettre quand on est soi-même convaincu et passionné. Merci, on va devoir quand même s'arrêter pour passer à la dernière partie. Merci beaucoup à tous les trois.